Est-ce que... Okay. Est-ce que... Oui. Oui, vous m'entendez, je pense, oui. Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que c'est trop fort? Un peu fort. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu moins? Je n'ai pas envie de tous vous réveiller. Okay. Vous savez où vous êtes quand même? La conférence, hein, Santé mentale et travail. Non, mais je demande, on ne sait jamais, parce que si vous pensez être ailleurs. On en a pour 45 minutes, s'il vous plaît. Ne vous endormez pas, ça serait vraiment pas sympa pour nous. Non, parce que je pense que vous êtes en pleine digestion, nous aussi, mais je vous promets que ça va être sympa. On n'a pas choisi ce dispositif-là parce qu'on voulait discuter, on voulait dialoguer et forcément regarder les nuques des uns et des autres, les oreilles des uns et des autres, c'est pas le plus pratique pour échanger, mais c'est pas grave parce qu'au moins vous nous voyez très bien. Je me présente. Je m'appelle Yannick Mercieris, je suis le directeur éditorial du Daily Swile, un média sur le monde du travail. Et aujourd'hui, on va vous parler santé mentale et travail. Avant toute chose, je voudrais juste savoir, par main levée, qui travaille. Alors, merci de rallumer. Ok. Alors, on va faire l'inverse. Qui ne travaille plus? Vous avez le droit d'être là quand même. Vous allez voir, ça va bien se passer. On va parler de santé mentale. Moi, je vais vous donner d'abord une définition pour qu'on soit tous d'accord, parce que moi, je ne suis pas l'expert. Tous les experts sont autour de la table. Vous allez voir, ils vont dire des choses bien plus intelligentes que moi. On va démarrer par une définition de la santé. Vous pouvez juste regarder là, parce qu'il n'y a rien à voir, en fait. Vous allez voir, il n'y a pas de slide, rien du tout. Vous allez juste pouvoir nous écouter. La définition de la santé, elle est très simple. La santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Ça, ce n'est pas la définition du Larousse, c'est la définition de l'OMS. Voilà, maintenant tout le monde sait ce que c'est. Dans la santé, vous avez vu, mental aussi, physique, mental et social. Je vais vous donner une autre définition, parce que là, on a parlé de la santé, on a parlé du médical, du scientifique. Je vais vous donner la définition de la loi, en fait. Et dans la loi, il y a quoi? Il y a l'employeur doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Voilà, on est d'accord, on a compris. Santé mentale et travail, on a les bases. Très simple. Je ne sais pas si vous savez, mais travailler, en tout cas ceux qui ne le font plus, maintenant vous pouvez quand même le dire, travailler, c'est la deuxième chose qu'on fait le plus dans notre vie après dormir. Vous le saviez, ça? Oui. Oui, voilà, c'est impressionnant. Deuxième chose qu'on fait le plus dans notre vie après dormir. J'imagine que vous avez tous un bon oreiller, un bon matelas. Donc, il faut qu'on prenne soin de notre travail. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que vous allez voir que prendre soin de son travail, c'est une vraie question qui est liée à la santé mentale. Et la santé mentale, pour qu'elle se passe bien, c'est une question de dialogue. Et on va parler de dialogue tous ensemble aujourd'hui avec tous les experts que j'ai autour de la table. Vous savez que la santé mentale, c'est la grande cause nationale 2025. Je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est pour ça que vous êtes là. Aujourd'hui, autour de moi, j'ai Carole Donnet, médecin du travail du groupe Danone. Est-ce que j'ai bien donné ton... C'est bien? Ok, super. À ma droite, Jean-Louis Chivot, secrétaire du CSE, SNCF. Juste au milieu, Adrien Chignard, psychologue du travail, fondateur de Sens Cohérence, c'est le coordinateur scientifique, c'est lui qui nous a tous réunis aujourd'hui, et c'est lui qui a payé le resto ce midi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc vraiment un mec sympa. Juste à sa gauche, on a Vincent Frugier, directeur des affaires sociales du groupe Orano, DRH, il va représenter les employeurs, j'essaye un peu de caricaturer pour que vous voyez bien qui est qui. Et tout à gauche, nous avons Benjamin Briand, cofondateur de Moodwork, donc c'est une solution digitale pour la santé mentale des collaborateurs. C'est bon, vous avez un petit peu le profil de chacun. Toutes ces personnes vont dire des choses intelligentes. Je leur mets la pression. On peut dire, Yannick, un peu pourquoi on a réuni ces gens-là ou pas? Parce que l'idée, c'est que si on s'est réunis, si on parle du dialogue social, l'idée, c'était de faire du lien entre nous. Et en fait, quand on s'est posé la question de savoir comment on allait parler de santé mentale au travail, on s'est rendu compte que la santé mentale, elle appartient ni à vous, ni à nous, elle appartient ni à l'employeur, ni aux salariés. En fait, la santé mentale au travail, ça appartient à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle cet objet qu'est la santé mentale, il faut qu'on puisse le voir en 3 dimensions. Sinon, c'est un peu plat, c'est un peu nul, on ne peut pas avancer sur le sujet. Et quand on m'a dit, Adrien, ça serait cool que tu coordonnes cette affaire-là pour le psychodon, on s'est dit, mais en fait, on va réunir 3 regards différents. Moi, je suis psychologue du travail, j'interviens, alors je suis un mec qui gagne à être méconnu, j'interviens sur les risques psychosociaux au travail, il faut en général pas me voir trop souvent dans les plus grandes entreprises, en gros du stress au suicide, harcèlement, braquage, prise d'otage, ce genre de choses qui sont assez compliquées. Et souvent, quand j'interviens, l'employeur me dit ici, tout va bien, c'est les bisounours, les syndicalistes me disent ici, c'est germinal, et les médecins me disent, vous comprenez rien, vous n'êtes pas médecin. Ok ? La question, c'est comment on fait dialoguer tous ces gens-là
pour faire en sorte qu'on puisse enfin prendre le sujet en main et avoir une vision justement en 3D de ce sujet-là. J'avais promis que je n'allais pas du tout intervenir, mais il est possible que je fasse ça pendant l'intégralité du temps de cette conférence. Si les psychologues disaient la vérité, ça se saurait. Et c'est là, en fait, là, tout mon rôle, ça va être en fait de faire taire Adrien. Voilà, sachez-le. Donc, si vous voyez un moment qui parle trop, levez la main, dites Yannick, faut que tu bosses, faut que tu l'arrêtes. C'est un peu comme ça. Je vais reprendre ce micro parce que je suis plus à l'aise avec. Carole, s'il te plaît, est-ce que tu peux être plus précise que moi? Parce que ma définition, moi, je n'ai fait que lire ce qu'a dit l'OMS, hein, je ne suis pas médecin. La santé mentale, est-ce que tu as une meilleure définition? Et puis après, j'aurai une vraie question parce que comment on scrute ça? Comment on le fait? Comment on le mesure? Tout ça. Ça me paraît un petit peu fumeux, tu vois. Oui. Alors, la santé au travail, en fait, ça ne se limite pas à l'absence de maladie ou d'accident. Donc, comme tu viens de le dire, en fait, la santé au travail se définit du coup par un état de bien-être physique, mental et social, mais permettant à chaque individu de mettre à disposition ses compétences, son savoir-faire, de se réaliser dans son travail, de s'épanouir aussi personnellement et de contribuer efficacement à la performance de l'entreprise par la réalisation d'un travail de qualité. J'ai dit beaucoup de mots là, mais ils sont tous à peu près essentiels, parce que moi, en tant que médecin du travail, je ne connais pas de personnes en bonne santé au travail si les compétences de ces personnes-là sont sous-exploitées ou le savoir-faire pas reconnu, s'ils ne contribuent pas à la performance de l'entreprise par leur impact au travail, s'ils ne s'épanouissent pas personnellement et surtout s'ils font un travail de mauvaise qualité chaque jour. Donc, effectivement, quand on veut être vraiment en santé au travail, il faut réunir toutes ces dimensions-là qui, on voit bien, en fait, touchent plusieurs acteurs, finalement, dans l'entreprise. Ce n'est pas qu'une histoire d'une seule personne, mais c'est une histoire, du coup, qui embarque plusieurs acteurs, à la fois, du coup, les employeurs ou les directions d'entreprise, notamment aussi les ressources humaines, puisqu'on parle de compétences, et compétences, il faut pouvoir les développer chaque jour pour que la personne puisse toujours s'adapter, du coup, aux mutations du travail, qui sont quand même très nombreuses aujourd'hui. Ça embarque aussi, bien sûr, les collaborateurs, puisque eux aussi, il faut qu'ils puissent jouer le jeu dans ces nouvelles mutations, dans ces adaptations, dans aussi, parfois, puisqu'on est sur une conférence sur la santé mentale, on peut avoir aussi quelques troubles de santé, donc aussi pouvoir trouver, on va dire, le bon traitement, la bonne adaptation qui permet de travailler. C'est aussi l'affaire, bien sûr, des élus qui sont extrêmement importants puisqu'ils vont discuter avec les employeurs, avec les directions sur toutes les questions d'organisation du travail. Et on sait bien que les organisations peuvent avoir, enfin, mutation organisationnelle peut avoir des impacts massifs, on va dire, sur la santé au travail des collaborateurs. Et ça associe bien sûr des experts comme moi, voilà, qui suis médecin du travail, mais moi je suis dans une équipe pluridisciplinaire, hein, je ne travaille pas seule, je n'ai pas la compétence exclusive sur le sujet, donc je suis entourée de psychologues, je suis entourée d'ergonomes, je suis entourée d'assistantes sociales pour pouvoir du coup embarquer l'ensemble de ces sujets et aussi tout ce qui est personne chargée de la prévention des risques professionnels, puisqu'il est bien évident aussi qu'on ne peut pas être en bonne santé au travail si on ne se sent pas en sécurité au travail, qu'elle soit d'ordre physique ou qu'elle soit d'ordre psychologique. Est-ce que tu peux nous dire ce qui impacte aujourd'hui la santé mentale au travail? Est-ce que parce qu'on a trop de boulot? Est-ce que c'est les relations avec son manager? Est-ce que c'est les conflits de valeurs avec l'entreprise? Le manque d'autonomie? Un mélange de tout ça? Et surtout, comment tu fais, toi pour discriminer. Ouais, non, pas pour discriminer, non. Pour te dire, genre, moi, si je viens te voir et que je te dis que je suis pas bien, enfin, qu'est-ce que tu fais, en fait? Comment ça marche? Concrètement, en fait. Parce que tu t'envoies beaucoup des gens. Oui. Alors concrètement, effectivement, quand on a une personne du coup qui vient nous exprimer un peu son mal-être au travail, on essaye un petit peu de cartographier un petit peu qu'est-ce qui fait risque dans son activité. Donc, vous savez peut-être qu'il y a eu une publication de la DARES, un rapport GOLAC en fait qui a été sorti il y a quelques années, qui donne quand même un certain nombre de guidances, on va dire, sur des facteurs de risque qui pourraient occasionner des problèmes de santé mentale. Et effectivement, des fois, on peut se retrouver avec une personne qui peut être effondrée du point de vue de sa santé mentale pour un seul risque, par exemple, question de harcèlement, question de manager toxique ou autre. Mais par ailleurs, on peut avoir aussi des personnes qui ont plusieurs facteurs de risque associés, c'est-à-dire à la fois
une quantité de travail importante, mais c'est jamais vraiment trop le souci des gens, parce qu'en fait, les gens aiment bien travailler globalement. Alors certes, dans une certaine mesure, mais c'est quand on rajoute beaucoup d'aléas, que ça marche pas, qu'ils font pas du travail de qualité, qui sont interrompus chaque seconde. En fait, c'est tous ces petits facteurs irritants qui viennent en plus du travail normal, en fait, qui peuvent faire vraiment précipiter du coup les gens dans un problème de santé mentale chronique, parce que ça, c'est des facteurs de stress chronique. Et au bout d'un moment, ça va avoir des impacts sur la santé. Donc, ça peut avoir des troubles du sommeil, ça peut avoir des problèmes de comportement. Quand ça s'installe dans le temps, en général, c'est jamais très bon. Il y a 2 fois que tu nous parles de quelque chose, moi je trouve assez central à évoquer avec vous, parce que tu nous as dit, Carole, en fait, personne se lève le matin en se disant, tiens, si j'avais un boulot pourri, si je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire, quand on est en bonne santé mentale, ça n'existe pas. Parce que je pense que toutes celles et ceux qui travaillent, mais aussi celles et ceux qui ont travaillé, savent qu'en fait, tout projet, tout produit, tout ce que l'on fait, ça engage notre identité. On met toujours de nous-mêmes dans ce que l'on fait. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Celles et ceux qui n'en ont rien à secouer du boulot, ils n'ont pas de problème de santé mentale au travail. C'est quand il y a une centralité du travail dans la vie des personnes, quand véritablement on met de nous-mêmes dans ce que l'on fait, quand la sensation de faire un travail de qualité est effectivement une sensation qui est explicite, qu'on va ressentir, alors ça va être très bon pour notre santé mentale. Parce que tu le disais tout à l'heure sur les chiffres de l'INRS, c'est que les personnes qui sont en situation de travail, scientifiquement, sont en meilleure santé que celles et ceux qui sont en situation d'inemploi. Le travail, c'est excellent pour la santé. Ce sont les conditions dans lesquelles on l'exerce qui vont pouvoir avoir un impact négatif sur notre santé. Et c'était les facteurs de stress dont on parlait. La dernière enquête européenne, l'enquête Sumer, elle nous dit quoi? Elle nous dit que dans l'Europe des 27, le premier facteur de risque psychosocial, de stress pour parler français, c'est la confrontation à des publics agressifs, incivils ou agressants. Mais regardez autour de vous, les instits se font engueuler considérablement par les parents parce que c'est jamais la bonne façon de fonctionner. T'es pompier, tu te fais engueuler. T'es flic, tu te fais engueuler. En fait, dans plein de situations de la vie quotidienne, je ne parle même pas des soignants pour lesquels la vie est devenue infernale sur ces sujets-là, la confrontation à des publics qui sont effectivement hostiles, ça va avoir un énorme impact sur notre santé mentale. Justement, tu parles de confrontation, de communication altérée, etc. On a à côté de nous Jean-Louis, je vous rappelle, CSE, SNCF, c'est bon, vous avez le cliché, hein? Le syndicaliste. Non, c'est pas que ça, le syndicaliste. Justement, cette confrontation, cette discussion, est-ce que tu trouves qu'elle est en péril? Et toi, comment tu fais surtout dans ton expérience SNCF? Donc là, je ne sais pas combien de personnes, tu vas nous le dire. Comment ça marche? Comment tu fais? Est-ce que tu sens que l'entreprise, elle a capté ce truc de la santé mentale? Est-ce que c'est compromis? Est-ce que c'est pris au sérieux? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui remonte du terrain ou pas encore? Pas assez. Alors bien sûr, alors déjà, bon voilà, je suis le secrétaire du CSE d'un CSE de 12 000 personnes, donc c'est quand même un gros périmètre sur un périmètre national. Mais c'est vrai que oui, bien sûr, ça remonte, mais ça date pas d'hier. Et quand j'entendais parler, enfin, tu as dit ces mots confrontation, moi c'est vrai que moi je ne me confronte à personne. Moi je fais du dialogue social, c'est-à-dire que je fais un pas en avant, j'attends en face de moi qu'on fasse un pas en avant, et je pense que c'est le dialogue qui construit les choses. Voilà, l'opposition par principe, je trouve que ça ne marche pas. Après. Je reprends les mots de Carole, où à un moment, tu disais le manager toxique. C'est au final, parfois, et on le voit quand même, le manager toxique, mais qui, en France, c'est une promotion. Alors que pour moi, le management, c'est une compétence. Et le problème, c'est que tant qu'on ne mettra pas le doigt là-dessus, ça n'ira pas. Je pense qu'on doit, aujourd'hui, je pense que le manager, il a une part d'inné. Il doit aimer les gens, mais ça, c'est pas difficile. Mais ensuite, il ne doit pas être rancunier. Il doit assumer ses positions. Il doit aussi donner un cadre, parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on a besoin d'avancer. On a besoin que quelqu'un nous dise c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va marcher sans tomber. C'est aussi assumer. Alors c'est bizarre pour un syndicaliste, hein, mais moi je dis souvent aux managers ne laissez pas place à l'impunité ou au sentiment d'impunité. Rien de tel pour créer des risques psychosociaux, pour qu'il y ait vraiment des sentiments vraiment néfastes dans un groupe de travail. Et je pense que tout commence de là. On doit assumer un poste de manager, mais il s'assume. Mais le problème, c'est que tant qu'on ne forme pas les managers, et puis aussi aux générations, aux nouvelles générations, parce qu'on ne manage pas quelqu'un de 50 ans comme on manage quelqu'un de 20 ans. Aujourd'hui, à 20 ans, même si c'est vrai aussi pour nous, de ma génération, on a besoin, je crois que les plus jeunes ont besoin de sens au travail. On a besoin de redonner ou de comprendre ce qu'on fait. Voilà. Vincent, toi qui es DRH et
qui a géré je ne sais pas combien de centaines, de milliers de personnes. Quand Jean-Louis parle de management, qu'est-ce que j'ai dit? Non, centaines de milliers. Non, des centaines de milliers. Je t'ai mis une trop grosse carrière, autant pour moi. C'était joué de flatteur. Quand Jean-Louis parle de management, notamment de management de proximité, toi, en tant que DRH, et lié justement à cette question de santé mentale, aux risques psychosociaux, etc., comment tu gères ça? Comment tu as géré ça? Et comment tu fais infuser ces besoins où toi, tu as peut-être un peu plus de hauteur, mais quand on est dans le quotidien, là, et que moi, j'ai des soucis avec les gens au quotidien, comment on fait pour avoir cette vision globale et faire comprendre aux managers que je dois quand même être hyper attentif à tout ça? Je vais commencer par le haut, et juste une parenthèse, vous allez peut-être être déçus, mais avec Jean-Louis, on ne va pas s'engueuler. Parce que lui et moi, on fait le même boulot, paradoxalement. C'est surtout parce que Jean-Louis est très costaud. Il est loin. mais on fait le même boulot. On est là pour la bonne santé de nos entreprises, et on est là pour la bonne santé de nos salariés. L'un ne va pas sans l'autre, ça ne peut pas aller sans l'autre. Donc, par contre, on le fait peut-être différemment, notre boulot. Et si je pars du haut, la loi elle nous oblige à un certain nombre de choses, ça a été dit, je ne reviens pas dessus. Et dans l'entreprise, nous, employeurs, DRH, on a besoin des organisations syndicales et on a besoin d'un très bon dialogue social pour construire un environnement conventionnel qui permette aux salariés de s'exprimer et qui permette le développement de l'entreprise. On a besoin, moi je suis dans le groupe Orano, c'est du nucléaire, j'y reviendrai si ça intéresse du monde, mais les mots sûreté et sécurité, ils sont au panthéon de l'entreprise. Et on ne peut pas traiter l'un sans l'autre. Et dans la sécurité au travail, ce n'est pas que la sécurité au sens physique du terme, c'est aussi bien sûr la sécurité mentale. Donc je suis dans un groupe, j'ai cette chance-là qui a développé un tas de choses. Mais on a un accord qualité de vie au travail, j'ai vérifié ce matin, mais il fait 72 pages. On a un accord CET qui permet de gérer entre autres sa fin de carrière. On a un accord handicap, on a un accord égalité pro. Tous ces accords-là, ils sont unanimes, sauf peut-être le CET, mais tous ces accords-là sont unanimes. Donc on arrive à converger avec les élus et à se mettre d'accord sur la manière qu'a l'entreprise de gérer tous les sujets liés à la santé mentale. Alors après, peut-être pas des centaines de milliers, mais le groupe Orano, c'est 18 000 personnes. Donc dans une ville de 18 000 adultes, vous imaginez bien qu'il y en a quelques-uns qui ont des difficultés, il y en a quelques-uns qui ne sont pas bons, il y en a quelques-uns qui sont très mauvais, mais la très grande majorité est très bonne, très performante, etc. Et le management, pour revenir à ta question, pardon, je suis un peu long, mais le management, désolé, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, on peut couper les oreilles d'un âne en pointe, ça ne fera pas un cheval de course. Donc, dans notre manière de promouvoir, je vais rejoindre Jean-Louis, il faut qu'on soit très attentif aux qualités intrinsèques des personnes. Il faut oublier les diplômes, il faut oublier un tas de choses pour savoir finalement quelle est leur aptitude à accompagner des équipes, à les développer, à faire en sorte qu'ils bossent bien, qu'ils bossent dans les bonnes conditions et qu'ils soient à l'aise dans leur job pour être performants pour l'entreprise. Et ça, c'est parfois compliqué, et on les forme, on les aide, on les accompagne. Et il y a tout un environnement, en tout cas dans mon entreprise, qui permet d'aider les managers et les salariés de manière générale sur les questions de santé mentale. Ça a été dit très rapidement par Carole, mais nous, le travail disciplinaire, pluridisciplinaire, il est indispensable. Médecins du travail, infirmiers et infirmières du travail, services sociaux, les assistants, assistantes sociales, les RH. Tous ces gens-là, toute cette communauté-là contribuent à accompagner les salariés. Est-ce qu'on a les outils, et là je m'adresse à vous tous, là, est-ce qu'on a aujourd'hui les outils nécessaires pour le faire? Ou est-ce que c'est pour l'instant de la parole, c'est bien parce qu'on libère la parole, hein. On parlait de la grande cause nationale, hein, il y a 4 axes, et il y a un axe, c'est la déstigmatisation de la santé mentale. Hein, je ne vous fais pas le stigmate. Ça vous parle? On sait très bien vous voyez, hein, c'est quand même très fort comme terme. Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui les outils? Est-ce qu'on a la bonne image de la santé mentale? Je ne sais pas à qui je dois m'adresser sur ça. Est-ce qu'on a la bonne image de la santé mentale aujourd'hui? Vas-y. Alors, je suis moins compétent, c'est pour ça que je vais répondre. En fait, on en discutait à table. Quand on se casse une jambe, on peut être RH ou comptable, on sait ce que c'est, quoi. Quand on a une santé mentale ou quand on est face à quelqu'un qui a une santé mentale défaillante, c'est quand même vachement compliqué, quoi. C'est de mettre un doigt dessus, de savoir ce que c'est, de comprendre, etc. Et ça, pour un employeur, une fonction RH qui essaye d'être rationnelle dans ses prises de décision individuelles, collectives, etc., c'est très difficile à évaluer. Pardon, sous votre contrôle, mais il faut me contredire si je dis des bêtises. C'est difficile de mettre des métriques dessus et de mesurer, quoi.
Alors, oui, alors, bon, déjà, il faut voir que c'est déjà plusieurs dimensions. Pour moi, du coup, quand on parle de santé mentale au travail, on parle aussi de la prévention et peut-être du curatif. Mais en tout cas, sur les 3 axes en fait, qu'on identifie en santé au travail, c'est déjà de travailler dans un environnement de travail qui soit sain, donc qui favorise en tout cas le développement de la santé mentale et de la santé physique. Donc ça, déjà, ça fait partie d'un ensemble, on va dire, de démarches dont certaines sont déjà réglementées, sur l'évaluation du risque professionnel, par exemple, sur les démarches de qualité de vie au travail, enfin tout ce que les entreprises mettent en place pour finalement aboutir à un lieu de travail sain. Après, la question, c'est est-ce que dans les équipes de travail, c'est toujours sain? Donc des fois, on peut avoir quand même quelques déviances, et c'est ça qu'on doit identifier. Voilà, et donc en santé au travail, on essaye de les identifier par la parole du coup des gens, et c'est pour ça que là-dessus, on a, je pense, du progrès à faire, puisque vous savez que le système de médecine du travail, voilà, enfin anciennement médecine du travail, maintenant santé au travail, les gens viennent en visite périodique, dit systématique, tous les 2 ans s'ils ont des risques particuliers, ou tous les 5 ans. Donc c'est bien trop faible, on va dire, pour pouvoir détecter des risques émergents, on va dire, dans une équipe, qui peuvent arriver quasiment du jour au lendemain. Donc en fait, là-dessus, les salariés ont aussi un pouvoir, c'est-à-dire qu'ils peuvent demander à voir leur médecin du travail, leur infirmière du travail pour discuter de ça. Ils peuvent aussi voir les RH. Et en tout cas, il faut qu'ils alertent du coup aussi qu'il y a des choses qui se passent dans les équipes. À ce moment-là, nous, on fait un travail effectivement après d'identification. On voit plusieurs salariés. On peut appeler du coup des experts, voilà, comme Adrien en psychologie du travail, ou d'autres experts en ergonomie, etc., pour mieux analyser. Donc déjà, il y a la question de travail sain. Et puis après, on a les questions individuelles, donc qui peuvent aller dans les 2 sens. Soit on a des salariés qui peuvent avoir du coup un trouble de la santé mentale. Donc voilà, il y a les maladies psychiatriques, vous en avez entendu parler aujourd'hui toute la journée. Eh bien, ces gens-là, ils ne sont pas exclus du travail, bien heureusement. Donc du coup, on essaye de les accueillir, de faire de l'inclusion, et du coup d'adapter le travail du coup à leur situation de santé. Donc ça, c'est un premier point. Puis après, on évite aussi que le travail altère l'état de santé d'un salarié qui peut être sain et qui peut réellement altérer sa santé par le fait du travail. Et pour tout ça, il y a, parce que là, on vous a fait pas mal de constats, mais il y a quand même, on ne va pas venir là juste pour vous tuer le moral, parce qu'on va venir quand même avec des solutions et des recettes. Enfin, je pense que le moral va très bien, il fait très beau dehors, je vous assure, hein, si vous n'êtes pas sorti depuis longtemps, il fait très très beau dehors. On a des besoins et on a même des recettes. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a plusieurs niveaux de sécurité. Le premier, c'est la sécurité physique. Est-ce que mon intégrité va bien? Est-ce que tout va bien? Là, elle est bien. La sécurité physique, elle est bien. Ensuite, il y a la sécurité financière. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, ça c'est libre à vous. J'espère que vous êtes bien là-dessus. Et il y en a une autre qu'on appelle la sécurité psychologique. Et ça, c'est un climat à mettre en place. Et Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait, ce que c'est, comment ça marche, et surtout, à quoi ça sert? Parce que c'est bien beau d'être en sécurité psychologique, mais à quoi ça sert en fait? En fait, le climat de sécurité psychologique, c'est ce qu'a dit Carole, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des médecins, c'est bien d'avoir des instances représentatives du personnel, c'est bien d'avoir une fonction RH qui sont à l'écoute, mais pour ça, il faut qu'il y ait des messages qui soient émis, parce que pour écouter quelque chose, il faut qu'il y ait du son. Et pour ça, il faut que les personnes puissent parler. Sauf que tous les environnements professionnels ne permettent pas de parler. C'est la raison pour laquelle, dans la littérature scientifique, on identifie ce qu'on appelle un climat de sécurité psychologique. C'est quoi un climat de sécurité psychologique? C'est quand vous pouvez dire vos difficultés. C'est quand vous pouvez affirmer votre vulnérabilité, mais pas uniquement des trucs perso, je suis en train de divorcer, mon fils a raté son bac. Non, mais ça peut aussi être, je ne suis pas d'accord avec la stratégie. Je crains pour la prochaine réorg. Je ne comprends pas qu'on mette la comptabilité en Pologne. En fait, toutes ces choses-là. En fait, c'est quand tu peux dire ta vulnérabilité ou ta difficulté sans qu'on te fasse culpabiliser ou sans qu'on en profite pour affirmer sa supériorité. Écoute, on va bouger comme ça, on va mettre en place cet orga, c'est comme ça et tu te tais. Parce que là, on voit bien qu'on n'est plus dans du dialogue, mais dans une somme de monologues qui cohabitent. Or, au travail, on ne peut pas avoir des dialogues parallèles. Parce qu'en fait, la seule vocation d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Mais pour créer de la valeur, la coopération est nécessaire. Comme quand on fait des enquêtes harcèlement, les gens nous disent non, mais moi, il n'y a pas de problème, je veux juste plus bosser avec lui. Mais c'est pas possible.
Le contrat de travail, il implique la nécessité de coopération pour pouvoir créer de la valeur ensemble. Alors ce climat de sécurité psychologique qui fait qu'on a besoin de se parler, de s'écouter, de se comprendre, il implique plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on arrête de nous rebattre les oreilles avec du bullshit dans tous les sens sur faut réenchanter le travail. On s'en fout de réenchanter le travail. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un, ça fait 19 ans que je tape, j'ai fait un peu plus d'un millier d'interventions, venir en pleurs en me disant il n'y a plus d'orchidées sur mon bureau, mais on s'en tape complètement, c'est pas ça le sujet. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a les moyens de travailler, est-ce qu'on a les ressources pour faire, est-ce qu'on a la possibilité de se dire ces choses-là. Et donc, effectivement, ce climat de sécurité psychologique, c'est donner aux uns et aux autres la possibilité de valoriser pas uniquement les émotions positives. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on me dise il faut être heureux, satisfait. Le truc qui me gave le plus, et je suis sûr que certains, j'espère, le diront tout à l'heure, et je le prendrai avec le sourire parce que je suis capable, effectivement, d'être de mauvaise foi, mais c'est inspirant. Mais qu'on arrête de nous dire ces trucs-là qui sont répétés 40 000 fois, c'est pas ça le sujet. Moi, je m'en fous qu'on me dise je suis heureux, je suis content, je suis satisfait. J'ai aussi besoin, moi, je manage une équipe, j'ai du monde dans mon équipe, et je suis content quand ils me disent je suis pas à l'aise, j'ai peur, je suis en colère. Attends, tu préfères ça ? Tu préfères ça ? Parce qu'en fait, retenir nos larmes, ça ne nous rend pas moins malheureux. Tous ceux qui ont des enfants, ils savent comment ça fonctionne. Hein. Moi, mon fils qui a 4 ans, quand il tombe en vélo, alors il ne se casse pas la cheville, hein, forcément, il se met 3 bouts de gravier sur le genou, mais je ne peux pas lui dire allez, vas-y, file, mon grand, retourne, sinon il va m'exploser les oreilles. Je suis obligé de lui faire un bisou magique et de lui dire vas-y, mon grand, ça va bien se passer, repars. Ne faites pas des bisous magiques au travail. Ça n'est pas l'objet de cette conférence et ça vous amènerait sur de grandes déconvenues. Il y a d'autres risques. Il y a d'autres risques. Mais ça veut dire qu'il y a la nécessité d'une prise en considération d'autrui. Et ça veut dire quoi très concrètement ? Tu parlais de recettes. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une situation ou dans une équipe, on a aussi des émotions qui sont pénibles. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais on en parlera tout à l'heure dehors si vous voulez. Il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions pénibles parce que toutes les émotions ont une fonction. La peur, la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité, ça sert à quelque chose dans l'évolution de l'être humain et dans la survie de l'espèce. Et donc le fait qu'on puisse prendre en considération tout ça, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait des réunions avec son équipe, on ne fait pas que des réunions sur le quoi, mais aussi des réunions sur le comment. Comment tu vas, comment ça se passe, comment on coopère. Ça veut dire qu'on donne à l'erreur au travail, non pas le statut de faute morale, mais la possibilité de réapprendre quelque chose tous ensemble. Si dès que quelqu'un fait une connerie dans le travail, on lui tombe dessus à bras raccourcis en cherchant à le virer, nécessairement, ça dépend de l'ampleur de l'erreur, bien entendu, mais nécessairement, quand il y a une difficulté, on ne fait pas équipe quand tout va bien. On fait équipe quand tout va mal. Parce que faire équipe quand tout va bien, ça veut juste dire ouvrir du champagne et célébrer les succès. Mais ça, on sait tous le faire. Mais on s'anoblit. On montre une maturité de l'esprit collectif bien supérieure lorsqu'on est capable de se solidariser dans l'adversité. Le climat de sécurité psychologique, Yannick, c'est ça. C'est la faculté que va avoir un manager à réunir son équipe, à prendre en considération l'intégralité de la gamme des états émotionnels, du plus agréable au plus désagréable, pour faire en sorte qu'on craque les sujets ensemble, qu'on les entende maintenant et qu'on trouve ensemble des solutions. Et quand je dis ensemble, c'est notamment avec la fonction RH, notamment avec les IRP, pour essayer de restaurer un climat de travail qui soit favorable à la santé. J'aime beaucoup ton discours, il est sympa. Moi aussi. En plus, vous avez vu, il est rigolo. Mais j'ai quand même envie de demander à nos représentants employeurs, mieux encore, aux entrepreneurs, le discours d'Adrien, là, est-ce qu'il est crédible ? Est-ce qu'il est solide ? Est-ce qu'il est activable, en fait ? Parce que lui, il est mignon, en fait, c'est facile. C'est des déclarations d'intention. C'est évidemment, je charrie un petit peu, c'est évidemment sourcé. Dans la vraie vie, quand on est entrepreneur, c'est possible de faire tout ça ? Ah oui, et surtout, je suis d'accord avec Adrien sur la... Bon, ça tombe bien. Je crois beaucoup à la co-construction et notamment à la responsabilité de chacun aussi. Et la responsabilité, elle va aussi, que ce soit pour le salarié et l'employeur, ça veut aussi dire d'arriver à dire quand ça va bien et moins bien. Et donc, comme tu disais, célébrer, mais aussi arriver à dire que quelqu'un fait les choses bien, mais aussi qu'il peut faire des choses mal. Donc cette co-construction, et nous, on parle souvent de co-responsabilité aussi entre l'individu en tant que personne et en tant que salarié, mais il y a les deux, il est salarié et personne, et aussi du coup l'employeur qui a à la fois la structure morale, mais aussi la responsabilité de prendre soin aussi des collaborateurs. Un point qui est ensuite important, c'est l'impact. C'est quel impact pour les... C'est un mot à la mode, ça, l'impact. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est un mot à la mode, mais est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on peut mesurer en fait la prévention de la santé mentale au travail ? Est-ce que d'un point de vue individuel, on arrive
à savoir que ça a un vrai impact pour le collaborateur. Et après, sur le collectif, est-ce qu'il y a vraiment derrière, on va dire, une rentabilité? Alors tout le monde parlera de ROI, on nous embête bien avec Oui, ce on va chiffre. oui, on va parler d'argent à la fin, restez bien. On va parler. Mais donc, nous, chez Moodwork, on est une solution parmi plein d'autres qui permettent d'accompagner les salariés, mais on a cherché à mesurer l'impact de notre travail, donc de la prise en charge des collaborateurs, avec une recherche académique. Donc on a fait une étude scientifique qui montre que les utilisateurs de Moodwork arrivent à diminuer leur stress de près de 10% au bout de 6 mois d'une utilisation de notre outil, et d'avoir un ressenti d'évitement du burn-out de l'ordre de 20%. Alors ça, c'est quand même assez fort, parce que ça montre que des actions qu'on peut mettre aussi à un niveau individuel vont avoir un impact sur le bien-être du collaborateur et finalement sur la limitation du stress et du burn-out. Après, il y a plein de chiffres. Je vais en sortir quelques-uns quand même, parce que j'ai compris que c'était Monsieur Chiffre aujourd'hui, dont une étude qui vient de sortir, que je vous invite à consulter, qui a été sortie par le groupe Vive, qui est la maison mère de Harmonie Mutuelle, qui a sondé ces 93 000 entreprises clientes et qui leur a demandé est-ce que vous faites des actions de prévention? Donc c'est large, hein. La prévention, ça va du coup, comme Vincent pouvait le dire, de la sécurité jusqu'à la prévention de la santé mentale, et 89% des entreprises répondaient oui. Et est-ce que vous pensez que ces actions vous êtes satisfait et vous pensez qu'elles ont du coup un impact positif? Et donc 64% des DRH qui sont sondés répondaient oui. Les chiffres qui sortent derrière sur la prévention de la santé mentale, dans cette étude, ils montrent que investir dans la santé mentale, ça permet de réduire le turnover, donc le changement de collaborateur, de 20%, et notamment d'augmenter la productivité de 8%. Voilà, c'est les chiffres que je pourrais sortir, mais c'est un peu pompeux. Mais... Ça sera rentable. On fait juste une petite pause de 30 secondes, parce qu'il y a le boss qui va prendre la parole. Didier, vas-y. Je vous interromps quelques minutes pour quelques informations pratiques, et ensuite je vous laisse faire forum entre les experts de la santé mentale, leur point de vue et les vôtres, et vous échangerez tout à l'heure. J'attire votre attention sur quelques points. Le premier point, c'est celui de la déstigmatisation. Vous êtes ici dans le premier centre des congrès en termes de trafic du monde, c'est-à-dire que l'image que nous envoyons, celle de faire forum de la santé mentale, c'est pour en faire un sujet. Dans cette ville où les projecteurs sont tournés vers les stars pour les Césars, qui sont accueillis ici, les stars, je vous demande de faire chaîne humaine, je l'ai demandé à toutes les salles. Pendant quelques instants, vous allez, si vous le voulez bien, comme moi, penser à un proche qui est concerné. Moi, je pense à mon frère qui a un trouble schizophrénique. Vous pouvez penser à qui vous le souhaitez, mais faisons chaîne humaine parce que nous sommes là pour eux, pour les personnes malades, pour les personnes concernées. Tout le reste n'est que politique, décor et communication. Nous ne sommes là que pour les personnes concernées. 12 millions de personnes souffrent en France d'un trouble psychique. Après avoir fait cet effort qui nous donne du sens, je vous signale que vous êtes ici dans une salle qu'on appelle REC, c'est-à-dire qu'il y a un tournage. Tout ce qui est dit ici sera monté, découpé, distribué pour informer le grand public tout au fil de l'année, de cette année 2025, grande cause nationale. Autre point, je vous invite à vous rendre dès que possible sur le www.psychodon.org pour faire forum et donner vos points de vue sur les 10 priorités pour la santé mentale et le sport, la santé mentale et le soin, la santé mentale et les troubles du neurodéveloppement, etc., la santé mentale et le travail, et répondre à 2 questions sur le site. Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos propositions? Parce que nous construisons, et ce groupe de travail en fera partie, nous construisons le livre blanc de la santé mentale, donc il y aura 10 parties, comme 10 priorités pour la santé mentale, et nous remettrons ce livre blanc de la santé mentale en janvier 2026 au Parlement, aux élus, ceux qui seront là, au président de la République, s'il est encore là, sinon on le remettra à un autre, aux présidentiables, aux mécènes, aux entreprises, aux acteurs de la société civile, pour que des priorités de la santé mentale abondent des actions. Mon frère prend les mêmes médicaments depuis 20 ans. Cela suffit. Je voudrais aussi vous dire que je recevrai avec joie, mais avec beaucoup d'attente, le ministre de la Santé. Il est là, à un moment, nous l'espérons. Yannick Noder sera là à 17h30. Et puis, avec joie, autour de 18h, 18h15, je vous invite à rejoindre notre père à tous. Alors là, Boris Cyrulnik sera là et tiendra
un grand moment d'échange avec vous tous et il nous invite à tomber amoureux et à se relever attachés, au sens de l'attachement. Et lorsque nous aurons bien réfléchi à toutes ces questions qui nous touchent tous pour notre santé mentale et celle de nos proches, nous nous retrouverons ce soir, j'espère nombreux, pour chanter le karaoké de la santé mentale. Adrien va chanter. Oui, il me l'a promis. Et puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui chanteront. Et vous découvrirez que la chanson que vous chantez, elle parle de vous. Elle nous parle de nous. Vraiment, faites forum, participez aux consultations citoyennes. Je vous souhaite une belle après-midi au Palais des Congrès de Cannes. Merci. Ça donne éminemment envie de rebondir, je trouve, Didier, ce que tu as dit avec ce qu'on était en train de se dire. C'est-à-dire qu'on parlait là du soutien social, du lien social, du dialogue social. En fait, vous savez, on entend partout parler de la détresse psychologique qui est en évolution partout. Alors à chaque fois, moi, les journalistes, ils me disent, mais est-ce que la détresse psychologique, c'est la maladie des temps modernes? Mais absolument pas. C'est pas parce que je suis psy qu'il faut tout psychologiser. La détresse psychologique, c'est l'antichambre des problématiques de santé mentale. Tout comme le burn-out a son burn-in, son étape zéro, eh bien, la détresse psychologique, elle a effectivement la faculté à aller dans un sens ou dans l'autre. Mais dans ce que nous dit Didier, le fait de faire forum, de partager, d'être tous ensemble, ce que j'aimerais que vous reteniez tous aujourd'hui, c'est que le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est toujours le soutien des pairs, PAIRS. C'est toujours le soutien social. Et c'est justement pour ça qu'on a décidé de prendre cet angle du dialogue social, de faire lien ensemble les uns et les autres, parce que plus on va être en capacité à faire dialoguer même des positions qui sont a priori différentes, plus on va être en capacité à avoir un maillage qui fait qu'il y aura le moins possible de personnes qui passeront entre les mailles de filet d'une détection précoce. On n'est pas adversaire, comment tu dis? C'est quoi cette phrase que j'aime beaucoup? On peut être adversaire sans être ennemi. Voilà. Vous pouvez la noter et en faire un post LinkedIn, celle-ci. Elle est magnifique. Je vais me permettre de rebondir sur ce que dit mes collègues. Là. On a des métriques dans l'entreprise qui vont rejoindre ce qui a pu être dit. On a le taux de fréquence, vous êtes je pense qu'il faut que tu expliques. Oui. Vous savez ce que c'est? Le micro un peu plus proche. Le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt, c'est le nombre d'accidents du travail. Je suis trop loin. Je vais faire un bisou magique au micro. Le taux de fréquence dans une entreprise, c'est le nombre d'accidents du travail avec arrêt qui est mesuré par rapport au nombre d'heures de travail. Donc plus le taux de fréquence est élevé, plus par heure de travail passée, il y a un risque d'accident de travail avec arrêt. C'est un KPI, un indicateur très, très couramment utilisé en entreprise pour comparer l'accidentologie d'une entreprise à l'autre. Le taux de fréquence dans mon entreprise, c'est 1,1. 1,1, c'est très faible et pour autant, ça ne nous satisfait pas. Les entreprises de la métallurgie, la moyenne doit être 18-20 dans ces eaux-là, je pense. Le secteur bancaire, la moyenne, je crois que c'est 7. Nous, on est un groupe où on a des mineurs dans des pays parfois exotiques, avec des normes sociales et légales complètement différentes. Notre taux monde, il est de 1,1. Donc, on sait dire les efforts qu'on fait en matière de santé, et donc pas seulement de santé au sens physique du terme, ce sont des choses qui se mesurent. Et ce qui a été dit sur le soutien, tous les ans, oui, on fait une enquête qu'on appelle Oranovox, où on demande aux salariés de répondre sur comment ça se passe au travail. Donc sur un tas de critères. Est-ce qu'ils se sentent bien payés, etc. Et les résultats, des fois, nous piquent un peu, hein, mais des fois, on a des sources de satisfaction. Là, on a une question qui est les personnes de mon service se font confiance et se soutiennent mutuellement. Cette enquête, 77% des répondants, mais les 3/4 des salariés ont répondu, 77% des répondants disent oui. Et ça, c'est pour nous une immense source de satisfaction parce qu'on sait que les salariés, quand ils se sentent soutenus, quand ils se sentent dans un environnement bienveillant, ils vont mieux au boulot. Moi, j'ai une question pour toi, Vincent, et toi, Jean-Louis, parce que je voudrais que vous me répondiez à ça. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, gardez-les, levez la main, parce qu'on va prendre un petit peu de temps à la fin aussi, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai le droit de poser des questions, quand même si c'est mon métier. Adrien parlait de sécurité psychologique, et il a dit que l'entreprise était là pour faire de la performance. On est d'accord là-dessus. Comment on fait de la performance, en fait? Comment le dialogue social peut être un levier de performance? Jean-Luc, dis-moi un petit peu, toi, comment tu estimes ça? Parce que si on est tous là, hein, Adrien l'a dit, c'est le dialogue. C'est le dialogue qui va être le levier de performance. Comment c'est possible, ça?
Déjà, tu as déjà répondu, le dialogue. Voilà, Ok. voilà, non, mais c'est vrai que c'est nécessaire d'être de temps en temps adversaire, c'est normal. Ça fait partie de nos rôles de partenaires sociaux. Et je crois que c'est nécessaire de s'opposer parfois, de ne pas être d'accord pour faire mûrir aussi et grandir les esprits de chacun, autant nous, représentants du personnel, que représentants de la direction. C'est un vrai job. Et donc, c'est vrai que... je dirais dans le paysage syndical, et notamment par exemple dans mon entreprise, certains vont plus surfer sur les peurs. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Moi, je suis partisan de la construction, de la co-construction. C'est la base du dialogue social. Sans co-construction, on n'avance pas. Voilà. Et je pense que la direction gagne tout, c'est quelque chose de mauvais. Que les partenaires sociaux repartent avec tout, c'est pas quelque chose de très bon aussi. Ça ne marchera qu'une fois. La prochaine fois, plus personne ne va vouloir s'asseoir autour de la table pour négocier. Donc oui, c'est un vrai levier de performance si on prend tous le temps du dialogue et ne pas stigmatiser la direction, ne pas stigmatiser les partenaires sociaux, parce que on est tous des professionnels du dialogue social, et je pense qu'avec de la construction et respecter les positions de chacun, c'est comme ça justement qu'on active ce levier de performance. C'est en rassurant les salariés, les collègues, en disant voilà ce qu'on a construit, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Bien sûr, on n'a peut-être pas tout gagné aujourd'hui, mais en tout cas, on est entendu, on est reconnu et on est écouté, et au moins, on est encore autour de la table du dialogue social. On parle de performance, et moi, je voudrais vous parler, derrière la performance, j'ai envie de vous parler d'argent. Je vous avais promis qu'on parlerait un peu de thunes, c'est le moment. Je peux vous donner un petit chiffre que j'ai noté là. La dépression et l'anxiété font perdre, attention, 12 milliards de jours de travail chaque année. Donc il y a même des choses qui tombent, voilà, 12 milliards de jours de travail chaque année, soit une perte de productivité de 1000 milliards de dollars par an. J'ai aucune idée de quoi ça correspond, tellement ces chiffres sont énormes. Vous savez qui dit ça? C'est pas Trump. Non, c'est pas lui. C'est l'OMS. L'OMS. Donc ma question, est-ce que la santé mentale, on peut se le permettre? Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres... J'ai l'impression que oui. Donc pourquoi on n'a pas mis ça tout de suite? Si on veut récupérer tout de suite, c'est 12 milliards de jours de travail. Et c'est... Perso, moi je ne suis pas contre récupérer 1000 milliards de dollars. J'arrive même pas à le lire tellement c'est énorme. 1000 milliards de dollars par an. Je suis chaud pour les récupérer. C'est une bonne question. Et si vous regardez autour de la table, les entreprises qui sont représentées sont quand même des entreprises où elles se donnent les moyens de prendre soin de leurs collaborateurs, que ce soit en sécurité physique et mentale. Mais si on regarde les chiffres en France, il y a à peine une entreprise sur deux qui investit dans la prévention de la santé mentale. Donc, pourquoi elle le fait? Parce que est-ce qu'ils le font, excuse-moi de te couper, est-ce qu'elle ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de remontée terrain de ça? Parce que tout le monde s'en fout? Pourquoi? Il y a une problématique déjà de culture et de démocratisation des sujets. Donc il faut déjà qu'on applique le cadre légal, donc les documents uniques qui permettent de recenser les risques professionnels, que ce soit psychosociaux ou physiques. Voilà, ça, déjà, ce document de base n'est pas respecté par tout le monde, même au sein de certaines entités de l'État. Ensuite, en ayant fait ce compte-rendu, ensuite, on peut mettre des actions, etc. Mais on part d'assez loin, puisqu'en fait, beaucoup d'entreprises... Alors les grands groupes ont la chance d'avoir des équipes qui peuvent aussi se permettre du coup de mettre en place ces sujets-là. Mais les PME, les ETI, parfois familiales, qui en fait partent aussi, essaient d'appliquer la loi, mais souvent par exemple un peu en retard. Il y a à la fois une question de moyens, mais aussi une question de ressources derrière. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre ces ressources à disposition aussi rapidement qu'un grand groupe? Vas-y, pardon. On voit quand même, parce que moi j'ai envie de parler de choses qui sont positives aussi, et je partage plutôt ce que tu dis. En fait, on voit quand même, moi ça fait 20 ans que je fais mon boulot, moi je vois une amélioration des choses sur le sujet. C'est-à-dire qu'on voit en fait beaucoup d'entreprises qui se mettent à travailler sur les questions de santé mentale au travail pour d'excellentes mauvaises raisons. Mais peu importe, qu'importe qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Le plafond, c'est autre chose. En fait, ce que l'on remarque, c'est que les entreprises, elles sont en train de comprendre qu'il ne s'agit pas faire de la bienveillance
On s'en tape, c'est pas ça le sujet. Il ne s'agit pas d'être gentil ou agréable, il s'agit d'être sain, parce que je ne vous demande pas de me croire sur parole. Allez bosser avec 19 de tension, une jambe dans le plâtre, vous verrez que vous ne serez pas productif au quotidien. Et en fait, les entreprises qui sont en train de mettre en place des vraies politiques de santé mentale, elles sont aussi beaucoup plus attractives, mais ne nous méprenons pas. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises en France qui sont sur des marchés qu'on appelle matures. Qu'est-ce qui différencie un yaourt d'un autre ? Une carte bleue d'une autre, un forfait de téléphone d'un autre. C'est assez compliqué quand même aujourd'hui de faire la différence entre tous ces produits-là. Et donc comme il y a plein de marchés qui sont aujourd'hui matures, la question c'est comment on va pouvoir innover pour prendre des parts de marché, pour aller générer de la croissance, parce qu'on a besoin de cette croissance pour se financer et pour aller effectivement payer les salariés. Il ne faut pas oublier que le premier des risques psychosociaux au travail, c'est de perdre son travail. Et donc pour que nos entreprises fonctionnent, il faut de l'innovation. Mais pour de l'innovation, il faut des talents, comme on dit aujourd'hui. Il faut des personnes qui sont en capacité à aller produire cette valeur, produire de l'innovation. Et pour avoir des talents, il faut être attractif. Et aujourd'hui, celles et ceux qui ont envie, on va dire, d'être audacieux, d'innover, ils vont dans les entreprises dans lesquelles on leur permet d'avoir des conditions de travail qui vont favoriser l'innovation. Et c'est exactement ce que disait Benjamin. Ces entreprises, 1 sur 2, mais même dans des PME, même dans des ETI, moi j'ai parfois la bonne surprise de voir qu'ils ont compris qu'on ne faisait pas de la santé mentale par gentillesse. On fait de la santé mentale au travail parce qu'on l'a inféodée au business. Mais c'est parce qu'on l'a inféodée au business qu'on est en train de la prendre au sérieux. Parce que si vous l'inféodez uniquement à la bienveillance, on en fait un truc, alors dans le Sud on dit ça fait rire les mouettes. C'est pas désagréable, c'est gentil, mais la gentillesse, elle n'a pas sa place sur le sujet. Dernière chose, et après je vous jure que je me tais. Moi j'ai beaucoup aimé ce que disait Jean-Louis tout à l'heure sur la question de la conflictualité, en disant on n'est pas dans l'opposition. En fait, on a un regard qui est hyper stéréotypé en France sur la conflictualité. On part du principe qu'il ne faut pas s'affronter, que le conflit c'est mal. Mais moi j'ai une fille qui a 6 ans. Si ma fille vient me voir un jour en me disant « Écoute papa, j'aimerais tomber amoureuse, mais promets-moi qu'avec la personne dont je serai amoureux, on ne s'engueulera jamais », je lui dirais « Mais ma grande, tu vas au-devant de grandes déconvenues. Tu resteras célibataire toute ta vie. » Parce que le conflit, il est consubstantiel à l'activité, consubstantiel à la coprésence. On s'entend bien, enfermez-nous ici 1 semaine sans eau, on va tous se taper dessus. Mais c'est parce Et c'est Jean-Louis qui va gagner. Ouais, ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. Mais c'est pas triste. Enfin, c'est pas quelque chose de tragique. Ce qui est tragique, c'est que vous et moi, même si on mange 5 fruits et légumes, on va mourir. Ça, c'est sûr. Mais ce que je dis, c'est pas triste le conflit, parce qu'en fait, si on part du principe que c'est pas la fin d'un raisonnement, un jour on va tous s'engueuler. C'est le début d'un raisonnement. Parce que le conflit est inhérent à la vie en société, et le travail est une micro-société, alors il faut, et c'est ce qu'a dit Vincent, c'est ce qu'a dit Jean-Louis, il faut qu'on apprenne à avoir des conflits qui sont fertiles, apprendre à dialoguer autour de ça, au bénéfice de tous. Donc évitons d'avoir des regards stéréotypés qui voudraient éviter le conflit. Au contraire, ayons des conflits qui sont fertiles, qui nous permettent d'avancer. Et d'un point de vue purement étymologique, en plus, quand on débat, en fait, débattre, c'est pour empêcher de se battre à la base. Donc, ce qu'on voit à la télé avec nos gens qui nous dirigent, rien à voir. C'est rien à voir. Mais à la base, si vous regardez vraiment pourquoi c'est fait, c'est pour empêcher de se battre. Donc la prochaine fois que vous organisez un débat, retenez, ou que vous engueulez, ou que vous disputez avec votre femme ou à ta fille, tu pourras lui dire, empêchez-vous de vous battre. On va bientôt terminer. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps, vraiment 5 minutes? Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vois. Ou alors non? Oui, j'ai vu, oui, vous avez levé la main, c'est pas un mauvais réflexe, d'accord, ok. Je vais me lever, ça fait waouh. Comme ça, on va pouvoir prendre des questions tout de suite. Merci. En fait, j'ai 2 questions. La première... Ouais, mais j'en ai 2. Pour ça, c'est pour ma santé mentale, j'ai besoin d'en poser 2, il faut me comprendre, nanana, blablabla. La première, c'est sur les KPI. Alors, moi, c'est un mot qui aujourd'hui m'horripile vraiment, surtout quand on parle de taux de fréquence et d'arrêt suite à un accident de travail. Un burn-out, ce n'est pas un accident de travail, et pourtant, c'est des arrêts de plusieurs années pour certains. Comment vous les comptabilisez, ces arrêts-là, les arrêts larvés, le quiet quitting, qui prend une place de folie dans les entreprises où les gens viennent et font à peu près leur travail, voire pas, mais ils sont payés, ils sont là. Comment vous arrivez à le voilà. Super, merci la question. Et sincèrement, parce qu'elle est, j'ai le droit de dire des gros mots, elle est emmerdante. Et du coup, c'est une bonne question. Le quiet quitting, je sais pas. Je sais pas s'il y a une entreprise qui sait. Par contre, on mesure notre taux de démission. Et nous, dans le nucléaire, le sujet des compétences, c'est du très long terme. Et taux de démission dans mon groupe, c'est moins de 4%.
Il y a d'autres entreprises, alors dans d'autres activités, dans du consulting par exemple, ils ont des taux de démission à 25%. Et ça leur va bien. Ça veut dire l'espérance de vie, entre guillemets, d'un salarié dans une entreprise comme ça, c'est 4 ans. Nous, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc nous, c'est important que les salariés qui soient chez nous, ils restent chez nous. Alors ils y restent pas que pour nos beaux yeux, ils y restent évidemment pour un salaire, pour des conditions de travail, pour un intérêt au travail, pour les copains, les collègues. Pour nous, c'est une question de vie. Enfin, donc on a besoin de ça. J'ai oublié le début de la question sur les KPI. Oui, alors, pardon, j'ai le droit de dire des gros mots, si vous m'autorisez toujours. J'avais une expression, c'est un monde d'ingénieurs chez nous, donc ils mettent des indicateurs partout, etc. Je leur disais à un moment donné, il y aura plus de thermomètres que de trous du cul, quoi. Faites attention, ça ne sert à rien de tout le temps tout mesurer, quoi. Donc, vous avez vu, je ne vous ai pas donné beaucoup de chiffres, j'ai dû en donner 3. Donc, oui, les KPI, il faut faire attention, on ne peut pas tout mettre en équation. On travaille sur des hommes et des femmes qui ne sont pas toujours rationnels, enfin en tout cas avec des rationnels qui ne sont pas toujours compréhensibles, mesurables, etc. Il y a une part d'intuition et tout. Mais le taux de fréquence, c'est un standard. Utiliser le taux de fréquence pour mesurer. Alors après, je peux rentrer plus loin dans les détails. Il y a le TF1, c'est nos salariés. Le TF2, c'est nos sous-traitants. Parce qu'à quoi bon avoir un TF1 très bas si on a un TF2 dégueulasse? Ça n'existe pas. Quand on fait de la sécurité dans nos usines, c'est la sécurité qui profite aussi à nos sous-traitants qui sont dans nos usines, etc. Je ne suis pas un spécialiste, mais je pourrais en parler longuement. Donc tout ça, on a du recul et j'espère en tout cas qu'on a suffisamment qu'on est suffisamment challengé par nos partenaires sociaux. On a besoin de contre-pouvoirs. Donc on a besoin de gens qui nous contredisent, qui nous disent on n'est pas d'accord, on voudrait que vous fassiez aussi ça et aussi ça, que vous fassiez ça différemment. C'est indispensable, sinon c'est plus des... J'ose pas le terme démocratie sociale, mais on a besoin de ces échanges-là, quoi. Alors moi, pour partager un peu mon expérience sur les indicateurs, donc alors moi, vous avez vu, je suis au milieu des deux, c'est exactement cette place-là que j'ai dans les entreprises. Et donc, voilà, moi, par exemple, en fait, j'ai mis en place des indicateurs de mon service santé, voilà, où effectivement, on mesure du coup le nombre de burn-out qu'on a dans l'année, le nombre aussi, on a mis des critères, on va dire, d'intensité, on va dire, de l'impact santé par rapport à un risque professionnel qui a été évoqué par le salarié. Donc effectivement, ça marche si les gens viennent nous voir, parce que le côté systématique en fait rend en fait la mesure quand même pas tout à fait fiable. Donc plus on voit des gens et plus on arrive du coup quand même à mesurer. Et ces indicateurs-là sont présentés, nous, chaque trimestre au C2SCT. Donc, ils sont suivis, on va dire, par l'entreprise. Et ces indicateurs qui sont les nôtres, donc pas discutables. Et voilà. On a aussi, en fait, une forme d'échelle de stress, donc qu'on fait en systématique, une espèce de monitoring, baromètre, voilà, dont on a les résultats 2 fois dans l'année, qui nous permettent de voir par équipe un peu la tendance, et comme on le fait sur plusieurs années, en fait, on voit les tendances évolutives. Voilà, et donc ça nous permet quand même aussi avec des critères, on va dire, plus qualitatifs qu'on a par ailleurs, parce qu'on a la chance d'être dans l'entreprise, donc on connaît bien les gens et on connaît bien l'entreprise et ses transformations. Ça nous permet du coup de faire parler les indicateurs et d'agir le plus précocement possible. Et j'oubliais un autre chiffre, pardon, et j'en ai pour 10 secondes, c'est l'absentéisme. On a un absentéisme significativement en dessous des moyennes nationales quand on se compare. Alors c'est compliqué parfois, mais on a aussi cet indicateur-là. D'où le fait qu'on ait des impacts sur les coûts de la mutuelle, etc., qui sont, pour l'entreprise, on en revient au coût, à la performance sociale, etc., qui sont aussi des Ouais. Deuxième question, en fait, c'est... alors moi, j'essaye de former sur la prévention du burn-out. J'ai jamais vu autant de portes fermées quand j'arrivais avec ma formation. Et en fait, je me suis fait cette réflexion-là. Quand on arrive dans une entreprise, il y a un DRH qui nous reçoit, qui nous fait, pour certains, un plan de formation, souvent très technique. Tu as besoin d'apprendre du Word, du Excel, blablabla. Je pense que ces exemples-là, ils sont assez simples. Et je n'ai jamais vu une seule entreprise qui m'a dit tiens, toi, tu as besoin d'être formé sur l'estime de toi, sur apprendre à dire non, sur l'équilibre vie pro, vie perso. Pourtant, aujourd'hui, il y a des tests qui existent qui permettent de savoir quel est le profil type de la personne que l'on reçoit. Alors, il y a des applis comme Woodwork, il y en a d'autres aussi qui existent comme ça. Mais ou est-ce que vous mettez déjà ça en place dans vos entreprises pour dire, voilà, toi, c'est pas du technique dont tu as besoin, c'est du soft skill, et c'est là-dessus qu'on va t'accompagner sur les 6 mois, les 1 an qui viennent dans l'entreprise.
Tous nos managers qui prennent des responsabilités managériales sont formés au RPS, systématiquement. Je pense que c'est ce que disait un peu Jean-Louis tout à l'heure, et je pense que tu avais tout à fait raison. En France, et moi je partage votre regard et je partage le regard de Jean-Louis, on a trop souvent considéré que le management c'était une récompense, alors que c'est une compétence. Et que par nature, une compétence, c'est quelque chose qui doit s'accompagner. La question, c'est pas tant de savoir si on est un bon ou un mauvais manager, que est-ce qu'on a donné les moyens à la personne de réaliser cet acte managérial, ou en tout cas cette incarnation de la compétence managériale. Alors moi, je ne travaille pas pour des particuliers, je travaille que pour plutôt des grands groupes, j'ai mes clients autour de moi, et je vois que en tout cas, sur les plans de formation sur ces sujets-là, nous, on a une croissance de quasiment 40% par an. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande sur le sujet. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que moi, je vois quelque chose qui est très polarisé. C'est-à-dire post-Covid, si on imagine qu'on est post-Covid, j'ai toutes les entreprises qui ont compris que, excusez-moi du terme élégant, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Donc si on investit sur ces sujets-là, on va avoir de la captation, de la rétention, de la fidélisation, de la montée en compétences. Et effectivement, c'est profitable à l'employeur. On ne paye pas de la formation pour le plaisir. Et puis, j'ai toutes celles et ceux qui sont un peu old school, quoi, un peu vieille école, et qui ont considéré que le télétravail, c'était des vacances payées pour les salariés, et qui reviennent en arrière. Mais il va y avoir une forme de darwinisme social à ce niveau-là. C'est-à-dire que celles et ceux qui ont des regards encore éculés, ce qu'on appelle, nous, le mythe de l'homo economicus, le salarié est un fainéant qui veut maximiser son propre profit. En fait, toutes celles et ceux qui raisonnent comme ça, ils sont en train déjà d'avoir des vents contraires. Il y a beaucoup moins d'entreprises qui fonctionnent comme ça parce qu'elles se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Et il y a tellement de problématiques d'enquête harcèlement, de problématiques éthiques dans ces entreprises-là, qu'elles finissent par se rallier à la cause qu'il est nécessaire de former et de développer les managers. Je ne dis pas que c'est gagné, je vois en revanche une tendance qui est plutôt favorable et positive. J'aime bien terminer par ce mot, positif. Il est 16h, on ne vous a pas pris une minute, peut-être une seconde de plus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à ce magnifique casting. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup. Et voilà. Et prenez soin de votre santé mentale et vous savez comment ça marche. Hein. Il faut discuter. Voilà. Et parler. Discuter. Merci infiniment pour tout ça. Si certains ou certaines ont quelques questions qui veulent sortir, on restera un petit peu devant la salle. Moi, je voulais juste finir par vous dire qu'il ne s'agit jamais de prendre son mal en patience, mais toujours de prendre son bien en urgence. Donc, on vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était trop cool de vous avoir.